Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info à chaud, votre nouvelle émission de débat, sans langue de bois, chaque mois avec mes invités. Eh bien, nous débattons sur les sujets chauds de la sécurité, en toute liberté d'expression, bien évidemment, sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georges Fenech, ex-magistrat, expert de la sécurité et du terrorisme. Bonjour Georges. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Face à vous, Éric Chalumeau, commissaire divisionnaire honoraire, président du syndicat du Conseil en Sûreté. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Mickaël, blogueur spécialisé sécurité privée avec son blog 83 629. Bonjour Alexandre. Mickaël, ça va? Et pour la première fois, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Bruno Pomar, ex-policier du RAID et président de l'association RAID Aventure, organisation qui organise des journées sportives et citoyennes dans les quartiers encadrés par des policiers bénévoles. Merci de votre accueil. On est ravis. J'en profite pour faire un peu de pub avec, je ne sais pas si on le voit, on ne l'a pas le livre, il n'est pas sorti, presque, bientôt. Si, il est sorti, mais je l'ai oublié pour tout. Alors d'accord, donc ça s'appelle QNPV, qui veut dire Quartier non prioritaire de la ville, c'est l'acronyme par rapport à quartier prioritaire de la ville, avec beaucoup de questionnements et de moments intéressants, je dirais, sur ce qui se passe dans nos quartiers. Aux éditions du Panthéon. Alors, au sommaire, aujourd'hui, premier sujet, ça sera urgence aux urgences, nos soignants agressés. Les agressions se multiplient, nos hôpitaux subissent de plus en plus d'incivilités et d'agressions. Quelles en sont les raisons et quelles sont les solutions? Ensuite, on parlera de nos élus menacés. Eux aussi, faudra-t-il un drame pour réagir? C'est le même constat que pour nos soignants, qu'ils soient maires, députés, ministres, présidentiables ou présidents, ils sont de plus en plus souvent agressés, que ce soit dans leur rue ou dans les rues de leur ville ou dans les permanences. Pourquoi tant de haine vis-à-vis des élus du peuple? Qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui devrait l'être? Et puis enfin, nous terminons avec notre troisième sujet en débattant un peu sur le sport, sur les mesures à prendre pour la sécurité dans les stades. Après un enchaînement d'incidents dans les stades de foot, quelles mesures doivent prendre les autorités pour venir à bout de la violence? C'est tout à l'heure dans l'Info à chaud. Allez, on débute avec nos soignants. Urgence aux urgences, les agressions se multiplient. Quelle solution pour les sauver? Incivilité, agression verbale, physique, les urgences des hôpitaux n'en peuvent plus. Elles sont bien évidemment surchargées depuis toujours, on le sait, mais encore plus depuis la Covid. Elles doivent faire face à une explosion de violence. Alors, nos soignants sont souvent confrontés à l'horreur ordinaire, on pourrait dire, des urgences. Ils sont là pour nous sauver. Ils doivent maintenant sauver leur peau. Est-ce que, je crois qu'on est tous un peu d'accord, je voudrais juste rappeler quelques chiffres qui sont importants de l'Observatoire national des violences en milieu de santé, qui a publié en mars 2021 son dernier rapport 2020 sur des données 2019. En 2019, il y a eu 23 780 cas de violences, atteintes aux personnes et aux biens, qui ont été signalés. Et parmi les victimes d'atteintes aux personnes, les personnels représentent 81%. Et pour terminer, les structures et unités qui déclarent le plus de violences sont numéro 1, la psychiatrie, bon ça on peut éventuellement le comprendre, 2, les urgences, et 3, alors ça c'est étonnant, c'est les unités de soins de longue durée, les EHPAD, donc pour les personnes âgées. Voilà. Bref, en tout cas les urgences numéro 2. Bruno, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire d'abord que notre société, de façon générale, devienne de plus en plus violente, parce qu'au-delà de nos amis soignants, pour lesquels on a tous évidemment beaucoup de respect, c'est les institutions de façon générale aussi. Je parle de la police, qui sont, je dirais, presque les premières victimes des violences, puisqu'ils sont confrontés tous les jours aux violences que crée notre société. Mais concernant les soignants, effectivement, c'est un vrai problème. Comment sécuriser l'ensemble des hôpitaux, parce qu'on ne va pas choisir un hôpital en particulier. On est d'accord. Il va falloir trouver des solutions. Des solutions, il en existe déjà. Alors la question déjà qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de violence aux urgences? Il faut bien se dire que l'hôpital accueille des populations en tension, des personnes souffrant de troubles psychotiques, en forte décompensation, des patients aussi qui sont soit sous l'effet de stupéfiants, soit alcoolisés. Et donc tout cela crée effectivement une tension particulière qui a été encore renforcée par la crise sanitaire du Covid. Et les chiffres que vous avez énoncés montrent bien l'ampleur de ce phénomène. Si on regroupe d'ailleurs toute forme d'agression, qu'elle soit verbale, crachat, incivilité, et jusqu'aux violences physiques, c'est plus de 10 000 agressions
que subissent les infirmières par an, plus de 2000 médecins par an. Et il y a, auquel il faut ajouter aussi, toutes les dégradations des biens de l'hôpital, où, vous savez, vous avez des individus qui vont chercher des amphétamines, voler de la morphine, des choses comme ça, pour leur usage personnel. Et donc, ça pose un vrai problème de protection de l'hôpital. Il faut voir aussi que l'hôpital souffre dans son organisation, on le sait, par manque de moyens. Donc, quand vous avez des attentes à n'en plus finir, dans les salles d'urgence, par exemple, de 6 heures, 8 heures d'attente, ça crée des tensions terribles. Et le médecin se retrouve responsable, considéré comme responsable de cette situation. Voilà. C'est d'ailleurs le troisième motif d'agression, 11% lié au temps d'attente. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, la question, évidemment, que nous devons aborder, c'est comment renforcer la sécurité de l'hôpital et quels sont les moyens adaptés pour protéger le personnel soignant. Je rappelle juste les trois motifs, les trois autres motifs. Le premier, c'est le reproche relatif à la prise en charge du patient pour 45%. Le second, c'est le refus d'être soigné. Le troisième, c'est donc le temps d'attente. Et le quatrième, c'est l'alcoolisation du patient, ce qu'on appelle l'alcool triste. Bref, déjà ça, c'est effectivement des points importants. C'est essentiel dans le diagnostic, parce que, Alexandre vient de le dire, plus de 75% des faits relèvent d'actes de problèmes d'organisation interne et 45% relatifs à la prise en charge, c'est-à-dire des personnes qui vont critiquer la prise en charge, et d'autres, refus de soins, c'est pas refus d'être soigné, c'est le refus du diagnostic et surtout les refus des arrêts de travail, c'est-à-dire un médecin à l'hôpital va refuser un arrêt de travail, par exemple, et ça va générer beaucoup de tensions. Donc on a 80% des causes qui sont d'origine, on va dire, organisationnelle, et du coup les réponses, elles sont aussi à trouver dans l'organisation de l'hôpital. Et ce qui a été mis en place en termes de formation, fait à la fois par le concours, avec le concours de policiers et de gendarmes habitués à la gestion des conflits, mais pas seulement, avec le concours de soignants. Et on a aussi un réseau de référents de sûreté maintenant. On a des responsables sûreté. Et puis on raisonne sur l'info à chaud, mais le premier ouvrage, qui est un ouvrage de référence écrit par un ancien inspecteur général de la police nationale, Roger Ledoussal pour ne pas le nommer, qui était le premier directeur de la sécurité de la PHP, remonte à 1989. Donc ça fait quand même 30 ans que l'hôpital est confronté à ces violences et il cherche de plus en plus dans son organisation interne, y compris une réflexion sur l'organisation, sur la sûreté. Nous, on a fait l'audit de sûreté de la Salpêtrière, c'est un monde, c'est le plus grand hôpital d'Europe. Ouais, c'est une ville dans la ville. C'est une ville, donc entre ça et puis un petit service de province ou des EHPAD, on l'a dit, ou des établissements psychiatriques, il y a une diversité de situations. Et dans l'enquête, les signalements ne concernent que 8%, la bonne nouvelle. Les signalements ne concernent que... J'aime bien aussi regarder les choses le verre à moitié plein. Je dis pas que c'est pas grave, c'est très grave, parce que un établissement qui est fait pour l'hospitalité, comme son nom l'indique, c'est grave. Mais on a quand même aussi beaucoup de situations qui ont été largement apaisées. Il y a eu un travail de fond remarquable fait depuis... Et donc depuis 8%, vous disiez 8% signalent. On a chaque année 8% d'établissements qui signalent. Ça veut dire qu'on en a 92% qui ne signalent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fait. C'est comme dans les... Ils préfèrent ne pas signaler. Voilà. Quand ce sont des faits majeurs qui concernent les atteintes aux personnes, c'est signalé. C'est comme à la RATP, parce qu'il y a aussi des relais syndicaux qui sont extrêmement importants, et toute violence contre un personnel. Et c'est d'ailleurs une des recommandations du guide pratique qu'a édité l'Observatoire national de la violence en santé, c'est précisément de déposer plainte. Et ça, c'est assez nouveau, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup. Moi, je voudrais juste rebondir, effectivement. En fait, on peut trouver plein d'excuses pour dire que l'hôpital est mal structuré, organisationnel, facteur humain, le délai d'attente, etc. Mais de toute manière, je pense que en fait, c'est rien que le reflet des maux actuels. Parce qu'en fait, de toute façon, les pompiers sont aussi soumis à cette violence. Les policiers, maintenant, en fait, il n'y a plus rien qui protège la tenue, même leur fonction ne protège plus rien. Les élus, on en parlait tout à l'heure. Les élus, en fait, voilà, même si c'est pour le bien des autres, il n'y a plus aucun respect. Et de façon très factuelle, lorsqu'on parle de sécurité des établissements hospitaliers, hormis la vidéoprotection, hormis le fait de mettre des gardes de sécurité privée,
comment couvrir l'ensemble. C'est exactement la même chose qu'avec les lycées et les collèges. Parce qu'on dit, on va mettre, j'entendais les politiques qui nous disaient, on va mettre des policiers dans chaque collège ou dans chaque lycée. Non, mais donc c'est là où peut-être impossible à gérer, et c'est un vrai problème quand même. Parmi les solutions, c'est la sécurité privée. Je dois te donner un exemple. Moi, j'ai eu un urgentiste de Saint-Brieuc dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier. 5 soignants ont été agressés aux urgences de l'hôpital de Saint-Brieuc. Effectivement, c'est quelqu'un qui était sous effet de drogue et qui s'en est pris à tous les soignants. Il lui a lancé des chaises dessus. Enfin, il y a eu des arrêts de travail de longue durée, etc. D'ailleurs, ils se sont mis en grève parce qu'il y a un seul agent de sécurité qui, manque de bol, à ce moment-là, était en train de faire sa ronde ailleurs dans l'hôpital. Ils ont demandé un deuxième agent spécialement pour les urgences. Ils ont obtenu gain de cause avec ce début de grève qui a duré très peu de temps parce que la direction a réagi très vite. Est-ce que c'est pas la solution, effectivement, que l'hôpital puisse se payer en tout cas pour ces 2-3 services importants des agents de sécurité? Déjà, en fait, l'État, quand elle veut imposer quelque chose, elle le fait, même si ça coûte de l'argent. Je vais parler par exemple de la sécurité incendie. En fait, on a des agents SIAP où on s'est imposé dans quasiment tous les gros centres hospitaliers, 3 agents, 4 agents, qui sont souvent, justement, qu'on affecte quelquefois à la sûreté des urgences, alors qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils ne sont pas adaptés à ces missions-là. Pourquoi pas demain imposer des agents de sûreté, même pourquoi pas armés, avec des armes non létales, sur les urgences? Parce qu'en fait, on voit, là, quand on voit la dernière publication de l'ONVS, 37 000 cas, plus de 37 000 cas d'actes de violence, des crachats, des insultes, des menaces de mort. En fait, c'est vraiment pas un sujet mineur en fait, pour eux. Et on en revient à la nécessité, on peut parler de la loi sur la sécurité globale, Fauvergue-Thourot, sur la sécurité globale, ça représente quoi? La police nationale, les polices municipales? Avant, c'était un petit peu distant de la police nationale, tout ça. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. La gendarmerie nationale, mais les sociétés de sécurité privée, qui, à mon sens, ont un rôle essentiel. Parce qu'on ne va pas demander tout aux gendarmes et aux policiers, que ce soit pour les hôpitaux, pour les collèges, pour les lycées, etc. Donc la société civile et les entreprises de sécurité privée, à mon sens, ont un vrai rôle à jouer, avec évidemment le contrôle du CNAPS et des gens formés qui soient capables de pouvoir venir en aide à ces hôpitaux et aux gens qui y travaillent. Et ça, je pense que c'est essentiel. Georges, le phénomène est tellement grave que vous avez aujourd'hui des personnels soignants qui ont des gardes du corps pour se faire accompagner, notamment jusqu'au métro. Ils ont des protections physiques. Il faut bien aussi se rendre compte qu'il y a une pénurie, vraiment, à l'hôpital, de personnel soignant. De personnel soignant, et aussi une absence de réponse de la police nationale ou gendarmerie par manque d'effectifs, toujours. Et il y a des situations, notamment en psychiatrie, où c'est le personnel soignant qui va aller chercher en détention un détenu pour l'amener dans son service. Vous voyez les risques que prennent même le personnel soignant. C'est absolument... Donc là, comme ailleurs, la réponse c'est quoi? C'est évidemment un renforcement des effectifs tant d'agents de sécurité privés, incontestablement, que de la vidéoprotection. Ça aussi, c'est très important. Et d'installation de boutons d'alerte en liaison directement avec le commissariat de police. Est-ce que les hôpitaux sont bien équipés aujourd'hui en vidéoprotection? On sait. Alors, ils sont équipés exclusivement. En plus, il y a une position de la CNIL là-dessus, comme dans les lycées. Ouais. C'est le principe de proportionnalité. Ils sont équipés pour les flux, les entrées dans les périmètres. Et pas dans les salles où... Il y a un refus, en plus, des personnels soignants. Ce qui se comprend. Comme pour les professeurs et les élèves dans les salles de classe. L'intimité, absolument. Donc là, on a quand même une limitation. Là où on n'a pas suffisamment travaillé, on le fait dans les nouveaux hôpitaux ou quand il y a des grosses réflexions, c'est sur l'aspect, on va dire, de prévention situationnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on parle l'architecture, comment est-ce qu'on filtre. Donc là, on voit les nouveaux hôpitaux, ils pensent, si vous voulez, cet aspect de la sûreté. Par exemple, faire en sorte que les personnes qui arrivent aux urgences n'arrivent pas immédiatement dans les espaces de soins, mais qu'il puisse y avoir un espace tampon. Voilà, donc on a aussi ces solutions-là pour désigner ce qu'on appelle un peu pompeusement un ordre instrumental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aménagement de l'hôpital vous guide déjà vers le bon service. Des fois, il y a des problèmes de signalétique, parce que ce sont parmi les plus grands établissements recevant du public. L'hôpital d'Orléans, pour ne pas le citer, c'est 250 000 mètres carrés. Ouais. Donc c'est quand même 4 tours à la Défense. Tout ça à peu près à l'horizontale. Donc ces problèmes d'aménagement, d'organisation de l'espace sont un des éléments de réponse qui sont peut-être aussi importants. Ne pas
omettre de dire, c'est pas très politiquement correct, mais c'est une réalité dont on parle jamais, c'est que dans les hôpitaux sont confrontés aussi au phénomène, je dirais, de communautarisme. Vous avez des personnalités d'origine étrangère qui refusent, par exemple, qu'une femme soit soignée par un homme. Alors tout ça se gère en interne de manière la plus intelligente possible, parce que si c'est un refus catégorique, vous imaginez les tensions que ça peut générer. Donc il y a aussi cette question-là qui est réelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Je ne sais pas. Ah, c'est pas la majorité, est-ce que non, bien sûr que c'est pas la... Prenez laïcité. Mais ça fait partie des mots. Je veux dire, il faut c'est de 0,7% de problèmes liés à la laïcité. Oui, mais ça Combien, existe. 0,7%. Oui, mais ça fait partie des mots de la laïcité, bien sûr, le milieu hospitalier. Qu'est-ce qu'il faut et faire? les soignants. Il faut régler ça de manière intelligente, mais ne pas céder devant ces exigences. Autrement, le personnel soignant est en tension permanente, encore plus depuis ce Covid. Donc Mais, si tout ça se rajoute, c'est ingérable pour eux. Avec des problèmes, ce que disait très justement Georges tout à l'heure, avec Et des mal problèmes payés, psychologiques qui sont impressionnants dans notre pays, autant des jeunes que des adultes. Je dirais. Et donc, qui c'est qui traite tout ça? Évidemment, c'est nos soignants, ce sont eux qui sont en frontal vis-à-vis de ces gens-là. Pour ça qu'il y a souvent des dérapages, plus qu'on l'imagine d'ailleurs. Et puis les urgences, elles ont aussi une autre caractéristique. Alors j'ai vu que c'était que 5% des faits, c'est-à-dire les règlements de compte. Les règlements de compte dans les urgences. Moi j'ai 2 cas en tête, je ne vais pas citer les lieux. Le premier cas, c'est un jeune issu de la communauté des gens du voyage, hospitalisé aux urgences. Et là, vous avez toute la communauté, parce que l'enfant est sacralisé, il est roi, et vous avez toute la communauté qui arrive avec règlement de compte. Pour parler d'un hôpital sur une terre ultramarine qui est chère à Georges, où on a travaillé, on travaille sur le nouvel hôpital, 1 milliard d'euros d'investissement, on avait... L'hôpital de Pointe-à-Pitre, le CHU de Pointe-à-Pitre. Exactement, on avait quand même des loulous, permettez-moi l'expression, qui rentraient avec leurs scooters dans l'hôpital et dans les monts de charge. C'est pour pas se les faire voler. Et qui allaient aux urgences et qui arrivaient jusqu'aux urgences. On a aussi les urgences sont confrontées à ces risques. Là, on est sur un autre... c'est de la délinquance importée, avec la porosité. C'est vrai que c'est une question de respect, bien évidemment, aussi. On a tous tendance, effectivement, si on a un enfant qu'on doit emmener aux urgences, aller le papa, la maman, voire bien plus. Sûr. Alors que, finalement, on nous dit c'est un seul adulte pour accompagner, parce que sinon, c'est effectivement de la surcharge. Bien sûr. Surtout avec Covid, hein, cette limitation de l'accès. Un accompagnant, ça génère un certain nombre de troubles, de tensions. Donc plus de vidéoprotection et puis, si possible, des moyens pour, dans les services un petit peu chauds, avoir un agent de sécurité 7 sur 7, 24 sur 24. Oui, et puis ce qui est essentiel, c'est la formation aussi comportementale. Moi, les urgentistes m'ont dit, ils me disent, nous, on est des urgentistes, on est formés, mais je veux dire, désamorcer des conflits quand on est en fin de garde, quand on est fatigué, quand on est crevé, qu'on a des gens... Il y a d'autres urgences, il y a les urgences dentaires aussi, il y a un lieu bien connu à Paris, où il y a des types de souffrances, si vous voulez, qui mettent les gens, déjà qu'on est dans une culture de l'immédiateté tout de suite, et en plus, la souffrance, elle génère aussi, plus d'agressivité. Bien sûr, on est tous comme ça. Alors, à ce propos, ça nous permet de glisser doucement mais sûrement vers le deuxième sujet, sur nos élus menacés. Est-ce qu'on doit attendre un drame pour réagir? Également pour des insultes, des agressions physiques, des menaces de mort, dégradation de permanence électorale. En 2020, eh bien, les maires et leurs adjoints, ainsi que les députés et les sénateurs, ont été visés à 1276 reprises contre 421 l'année précédente. En 2019, déjà, une consultation du Sénat avait révélé que sur les 3800 maires interrogés, 92% déclaraient avoir été victimes d'incivilité, d'injures, de menaces ou d'agressions. Avant de découvrir justement un micro-trottoir, Georges, vous avez été conseiller municipal, député. Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire agresser? Non, à titre personnel, non. J'ai jamais été victime de violence ou d'agression. Il n'y a que les femmes qui vous sautaient à votre cou, c'est tout. C'est ça. C'est le charme. Je n'osais pas le dire, mais bon... Oui, les injures ou des réprimandes, ça fait partie de la politique, hein, sur les marchés, etc. Mais d'agression, moi, je suis vraiment très impressionné de voir qu'aujourd'hui, même des permanences parlementaires sont agressées de mon temps. C'est pas de mon temps, il y a 5 ans, c'est encore récent, de mon dernier mandat. Jamais j'ai vu ça. Ce qui représente l'institution.
Bruno Pomar, vous êtes maire. Moi, je suis maire de tout petit village dans le sud, mais compte tenu de mon exposition, je dirais médiatique, sans prétention, je dis ça, mais effectivement, on a parfois des débats houleux d'un côté ou de l'autre, et ça m'attire effectivement dans quelques animosités. Oui. Mail, ma secrétaire a reçu des mails. D'insultes, de menaces. Menaçants, oui, tout à fait. Menaces de mort oui, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'insultes et autres. Bon, ça fait partie du jeu, mais en même temps, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur a quand même pris des mesures sur ces sujets-là. Ce qu'on appelle les personnalités particulièrement exposées. Bon, je vois les gendarmes chez moi, par exemple, passent bien plus souvent chez moi dans ma ferme qu'ils ne le font ailleurs. Ouais. Bon, voilà, pour venir chercher des œufs. Peut-être, mais c'est en même temps pour, évidemment, j'allais dire des poulets, mais non, des œufs. Ma protection parce que je suis là-bas. Donc c'est évident que... Et suite à ces menaces, c'est quoi votre réaction alors? Ben rien, écoutez, tout à l'heure on a parlé de porter plainte. On va en parler, on découvre juste ce micro-trottoir pour savoir pourquoi ces élus sont menacés et quelles sont les solutions à la vie des gens de la rue. La solution drastique serait éventuellement de leur permettre un port d'armes, qui serait dissuasif. Mais vu la police, quand ils se servent de leur revolver, tout le tintouin que ça fait, même à juste titre, ça me paraît illusoire. Mettre 2 gardes du corps derrière chaque élu, chaque maire, chaque député, c'est évidemment inenvisageable. Donc peut-être commencer par appliquer la justice, éventuellement pondre une loi spécifique avec des peines planchées de tout ce qui touche de près ou de loin, physiquement ou psychologiquement, aux élus, aux représentants de la République, que ce soit des peines immuables. Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait plus de prisons pour qu'on puisse appliquer les peines, parce qu'en fait, malgré ce que nous disent M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, les peines sont appliquées à peut-être 20%. La vraie question est de savoir si le gouvernement veut vraiment envisager des choses drastiques et concrètes. Et je serais tenté de dire, surtout en cette période électorale mouvementée, où il faut absolument blesser aucune susceptibilité, et surtout pas mettre le feu aux banlieues et pas embêter trop les gens pour que ça pète pas avant les élections. Moi je pense déjà qu'ils se font agresser parce que aux yeux des gens ils représentent l'État, ils représentent le gouvernement. Donc comme on a rarement l'occasion de parler aux politiques ou de parler à tous ces gens qui décident, et ceux avec lesquels on a le plus de proximité, qui sont les plus faciles à voir, sont ces gens-là. Et ils sont aussi les plus les plus exposés, voilà, avec pas ou peu de sécurité autour d'eux, et donc plus facile à menacer et à agresser. Et ensuite, comment remédier à ça? Il faut punir. Je crois qu'aujourd'hui on est tombé dans une solution tellement radicale au niveau du laxisme qu'il faut repasser au moins pour un temps dans une solution radicale où on peut pas laisser les gens agresser des policiers, des maires, des profs. Voilà. Donc il faut être sévère, et de manière à ce que on puisse replacer le curseur au bon endroit. Alors je pense que pour que les citoyens respectent les élus, en France, ça commence par l'éducation des enfants qui doivent respecter leurs parents, les professeurs, les maîtresses, et de plus en plus on se rend compte que ça c'est pas respecté, donc après ils n'ont plus aucun repère et aucune base pour respecter les maires, les gens qui s'occupent de la loi ou qui essayent de gérer le quotidien. À mon sens, tout commence par l'éducation. Vos réactions à ce micro-trottoir? Tout est dit dans ces commentaires. Moi, ce qui me plaît, évidemment, c'est la dernière réflexion de la dame. On parle d'éducation, etc. C'est ce qu'il y a de plus dur, d'ailleurs. Le vivre ensemble, l'éducation, etc. Alors, ça fait bisounours, évidemment. Mais c'est la base, parce qu'on sanctionne, ok, les sanctions, elles sont données. Il faut pas dire non plus qu'il n'y a pas de sanctions. Le problème, c'est qu'on ne parle à aucun moment de tout ce qui est éducatif. Alors quand j'en parle, on va dire, toi l'ancien flic, t'es bisounours, t'es gentil, on va régler tous les problèmes comme ça. Mais tout doit partir des parents. Mais évidemment, mais on ne fait que penser la société, nous, en intervenant, la police, en faisant ce qu'on fait, le métier que doit faire la police. Mais si on ne les aide pas, les policiers, vous savez, la sécurité, pour moi, c'est une chaîne.
ça part de l'éducation, de la famille, jusqu'à la répression et éventuellement la sanction pour ceux qui dérivent. Ben, si tout ça, c'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Donc on pourra mettre, je dis toujours, on pourra mettre de 10 000 policiers en plus, on pourra mettre des sanctions de plus en plus dures. Moi, je veux dire, ça fait 32 ans que je côtoie des gosses des quartiers, et pas des simples. J'accueille des gosses de PJJ, de centres éducatifs fermés et compagnie. Mais quand on parle de sanctions, ils s'en foutent, comme vous imaginez. La prison, ils s'en foutent. Mais bien sûr. Sur une minorité, attention, ne faisons pas une généralité sur la jeunesse. Donc ce travail-là, qui me paraît le plus important, c'est un travail de prévention qui est très utile. Et tout ça a disparu. Si bien que tous les maux de la société qu'on rencontre dans les quartiers, puisque les quartiers sont mis en avant souvent, ben, qui c'est qui les paie? Ce sont nos policiers qui sont toute la journée en train d'affronter les jeunes, une minorité de jeunes, précisez bien, et on ne trouve jamais de solution. Donc ce que dit la dame est très juste. Je trouve que ce travail en amont de la famille et de la prévention, de l'éducation, tout ça, on l'a perdu. Parce que les parents ont lâché prise. Oui, c'est un sort essentiel. Si ça, on n'a pas ça, nos policiers seront toute la vie, dans les 50 prochaines années, on entendra encore parler que des policiers qui interviennent, répression, sanctions, prison, etc. Mais la solution ne sera pas trouvée pour autant. Alors, sur le pourquoi d'agresser nos élus, on a vu un témoignage ici dans ce micro-trottoir qui est c'est l'accès direct, quelque part, à l'autorité, à l'État. On ne peut pas forcément toucher plus haut les ministres, c'est plus compliqué, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on ne va pas faire des mairies, des permanences parlementaires, des bunkers. Hein. Bah non. Non, bien sûr. Non, mais la raison d'agression sur les maires ou les conseillers municipaux, c'est quelque part... C'est un phénomène nouveau, qui ne date pas de longtemps, hein, c'est quelques années, qui a pris une ampleur incroyable. Il y a à peu près 500 élus qui se font agresser de différentes manières chaque année. C'est quand même énorme. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une vive émotion clairement dite lors du dernier congrès des maires ce mois de novembre. Le président de la République en a parlé également. L'Association des maires de France a créé d'ailleurs un observatoire national des violences envers les élus. C'est pour vous dire à quel point le phénomène aujourd'hui a pris de l'ampleur. Donc la question évidemment la plus importante, je suis d'accord avec le dernier témoignage de cette dame, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Avant de dire sanction, qu'est-ce qui se passe avant? Comment se fait-il qu'on ne respecte pas les élus et voire même qu'on les agresse? C'est toute la question de la citoyenneté aujourd'hui qu'il faut reprendre dès le départ et dès l'école. Après, pour ce qui concerne les sanctions, c'est vrai, Bruno l'a dit, elles sont quand même relativement, je dirais, appliquées avec fermeté. Je dis bien relativement, puisque j'ai quand même en mémoire quelques affaires où ça se terminait par des rappels à la loi, qui n'a pas de sens véritablement visible pour certains auteurs. Il y a eu cette circulaire du garde des Sceaux, quand même, du 7 septembre dernier, qui demande au procureur de la fermeté et ne plus appliquer le rappel à la loi, dès lors qu'il y a une agression envers les maires. D'ailleurs, cette sanction a disparu maintenant. Oui, on a changé le terme, voilà. Et puis aussi, surtout, d'utiliser la procédure de comparution immédiate. Tout à fait. C'est-à-dire, on défère immédiatement l'auteur de l'agression envers un élu devant le tribunal pour que la sanction tombe immédiatement. Ça, c'est l'effet dissuasif. Ils n'ont pas renvoyé au calendrier grec. C'est une vraie réponse, tu as raison. Mais du coup, au niveau sanctions, moi, je suis tombé sur un rapport parlementaire où il disait que seulement 21% des plaintes déposées aboutissaient sur une sanction pénale. Eh oui. Oui, parce que le reste, c'est classement sans suite, rappel à la loi... et d'autres dérivatifs, ce qui évidemment n'est pas suffisant. Pour moi, c'est un problème de sanction. Ouais. On rappelle la mort du maire de Signes, qui a été écrasé par un véhicule alors qu'il s'en prenait un dépôt d'ordures. Tout à fait. Éric, juste avant, il faut souligner que d'après un document rédigé par la commission des lois du Sénat en 2019, seuls 37% des élus agressés ont saisi la justice. Il y a ça aussi. Oui, il y a un chiffre noir qui est énorme. Et nous, pour travailler sur des intercommunalités, maintenant les intercommunalités ont été réformées en France, elles ont des noyaux urbains et ensuite un grand nombre de petites communes. Donc moi, je voudrais surtout parler des maires des petites communes. Il y a 25 000 communes de moins de 500 habitants dans ce pays. Et là, les maires, ils sont... Alors, on pourra parler de leur qualité théorique d'officier de police judiciaire, mais ils sont le premier magistrat et ils sont sur le terrain. Ils sont appelés parce qu'il y a des quads qui sont sur sur le stade, qui font du bruit. Ils sont appelés parce que il y a quatre loulous qui fument du shit devant la maison pour tous, etc., etc. Et moi, je vois que ces maires-là, ils interviennent, maire de Signes. Bon, il était ce malheureux. Bon, ouais. Alors ça a été, attention, il faut regarder ensuite les faits. On a dit violence volontaire. Là, la juge d'instruction vient de requalifier en homicide involontaire. Le jeune qui a fait sa marche arrière, il y a des témoins qui confirment cela. Donc après, il faut toujours regarder l'enflammement
du début et ensuite les faits. Néanmoins, ces maires ruraux, ils sont en première ligne. On a quand même des solutions. La gendarmerie fait un travail de prévention et de formation des élus. Pareil, comportemental, ça me rappelle un peu l'hôpital. C'est le GIGN. Hein. Alors, on va en parler. Oui, la plateforme de formation, c'est un gros succès. Hein, c'est ça, c'est vraiment, et le RAID aussi, je crois. Oui, non le RAID aussi. Et le RAID aussi. Et entre nous, mon cher Georges, RAID comme GIGN, je veux bien, mais ils ont vraiment autre chose à faire. Je pense que ça a encore dévolu à des anciens experts, en matière de négociation de crise, pour désamorcer les conflits. Effectivement, ça a été proposé aux 35 000 maires. Vous devez quand même penser à nos élus. Je pense, le RAID et puis le GIGN. Oui, non, mais je suis d'accord, Georges, mais tu sais que ces deux unités sont très sollicitées avec les problématiques de terrorisme. Oui. Ils interviennent, moi, quand j'étais au RAID, j'intervenais 10 fois moins que interviennent mes collègues maintenant. C'est-à-dire, dès qu'à un moment donné, il y a un gars qui crie à la Wakbar, les services de police locaux ne bougent plus, on fait venir le RAID ou le GIGN. C'est la mission essentielle. C'est ça. Et d'ailleurs, ces formations prodiguées par le GIGN et le RAID ont tellement de succès que la police nationale proposera également prochainement des cours similaires élaborés au sein de l'École nationale supérieure de la police. Si tu permets, Alexandre, juste faire une petite concernant les élus de proximité. C'est vrai que la plupart ne portent pas plainte. Moi, j'ai eu des menaces, je ne vais pas aller voir les gendarmes. Mais ça, il faut qu'ils portent plainte. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'emmerder. Surtout qu'ils peuvent le faire en ligne maintenant. Mais oui, en ligne. Je le fais, j'ai même pas fait. Et les menaces Internet peuvent être aussi repérées quand même. C'est vrai. Avec les facilités de dépôt de plainte par Internet, c'est vrai, c'est mieux. Mais auparavant, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'avais pas envie d'embêter mes gendarmes. Je préfère les voir patrouiller. D'aller les bloquer pendant une demi-heure, ça veut dire 1 heure de leur temps. On a un sujet là qui arrive, on va parler de la République des territoires beaucoup et de la décentralisation. Les gendarmes se sont réorganisés, maintenant les brigades sont souvent... je travaille dans le fin fond des Cévennes, en ce moment la brigade est loin, elle connaît parfaitement son territoire, mais elle est physiquement loin. Je veux dire, il y a des communautés de brigades, il y a des brigades autonomes, et donc il faut vraiment développer. Et c'est en cours ce qu'on appelle les polices rurales intercommunales. Et ça, véritablement, il y a un travail, il y a les gardes champêtres, il y en a beaucoup moins, ils font un boulot remarquable, sont très professionnalisés, ont des grands pouvoirs, y compris en matière de code de l'environnement sur les dépôts sauvages, mais là, il y a vraiment un fonds d'État à créer pour véritablement que ces polices rurales, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand un maire d'une ville a une police municipale à ses côtés pour intervenir sur des sujets sensibles, ou quand il est tout seul, en première ligne, à 2h du matin, parce qu'on vient de l'appeler, parce qu'il y va, parce que c'est comme ça, il y va. Il y a aussi, moi, ce que j'ai pu constater depuis les dernières élections municipales, un certain nombre de jeunes maires, notamment, qui ont été élus et qui ont fait de la sécurité dans leur ville une priorité. Et donc, ils ont augmenté le nombre de caméras, le nombre de policiers, et du coup, une meilleure lutte contre, par exemple, les trafics de stupéfiants. D'où cette volonté de vengeance contre le maire. Et on a aujourd'hui des maires dont les noms sont mis sur les murs, qu'on appelle décapités, qui font l'objet de protection rapprochée chez eux. On marche sur la tête. Vous voyez bien que là, on est dans une époque, aujourd'hui, qui n'est plus celle que nous avions connue il y a quelques années. Donc c'est vraiment très inquiétant et il faut se donner les moyens. Je voudrais revenir sur les sanctions judiciaires. On va faire un tout petit historique. On va remonter on va pas parler des 2 chefs d'État qui avaient été assassinés, Sadi Carnot et parce que là, les auteurs ont été guillotinés. Voilà. Mais alors, un peu plus récemment, les attentats contre le général de Gaulle en 61-62, le chef du complot Bastien Thierry a été condamné à mort, exécuté. Plus récemment, attentat contre Jacques Chirac, 14 juillet 2002, lors du défilé. L'auteur, Maxime Brunery, condamné à 10 ans de prison, libéré au bout de 7. Oui. Et puis après, si on voit les agressions sur Nicolas Sarkozy, je parle pas des agressions à la tarte à la crème ou à la farine, sur Emmanuel Macron, François Hollande, non, François Hollande c'était de la farine, mais Macron, on se rappelle qu'il s'est pris une gifle, voilà, Manuel Valls aussi, et plus récemment, l'agression sur le candidat Zemmour. On a l'impression que les peines sont de plus en plus courtes. Il n'y a pas de prison ferme, il n'y a pas de... C'est à l'appréciation du magistrat. Je parle sous le couvert de Georges. Il n'y a pas un peu le magistrat qui définit... L'agression, la gifle au président Emmanuel Macron, elle a été sanctionnée par de l'incarcération quand même. Oui. Hein. 18 mois de prison avec sursis, dont 3 mois ferme. Oui, mais quand même, il a été incarcéré. Est-ce que c'est suffisant? Si c'est un primo-délinquant, c'est quand même une sanction. Oui, mais il y a quand même un très grave trouble à l'ordre public, comme on dit. Il faut tenir compte de ça. C'est la France, quelque part. Quand on attaque nos élus, on attaque la France. Mais il faut rappeler, Alexandre, que l'agression contre une autorité dépositaire, un fonctionnaire dépositaire d'autorité publique, que ce soit un élu, un maire ou
un policier, c'est une circonstance aggravante. Oui, C'est-à-dire que depuis la loi de la sécurité globale, tout à fait. la peine ça a été- est plus lourde. Bien sûr. Il faut que les juges, effectivement, n'aient pas la main qui tremble, et que pour protéger ceux qui font fonctionner notre démocratie, il faut sanctionner quand il y a... Mais ça reste à l'appréciation du juge. Ce que dit très bien Georges, c'est-à-dire qu'il y a les peines, les lois, les peines, elles existent. Après, c'est au juge de décider de vous mettre 3 mois ou de vous mettre... Et est-ce que c'est pas lié à un autre problème, les places en prison? Est-ce que finalement les juges ne condamnent crois pas, pas là, trop en la parce qu'il n'y a plus de matière, places en non. prison? En la matière, ça, c'est un problème beaucoup plus global, beaucoup plus général. Il manque 20 000 places au bas mot de prison en France, puisqu'on en a à peu près 60 000. Rappelons que 20% de ces places sont occupées par des étrangers. On en a 55 000 et on a... Non, on est 60 000 places. Il y a 60 000 places. Il y a une suroccupation carcérale qui est en terrible. grande... Moi, j'emploie jamais ce terme, de surpopulation Ouais, carcérale. Pour moi, il n'y a pas de surpopulation Non, mais carcérale. disons Il y a que les conditions d'hébergement ne sont Il y a un pas sous-équipement satisfaisantes. immobilier, parce qu'on n'incarcère pas plus en France qu'ailleurs. Quand vous dites c'est comme si dans un hôpital, vous dites il y a une surpopulation médicale. Non, il manque des lits. Disons que l'hébergement par rapport aux prisons allemandes ou anglaises que j'ai pu visiter, les conditions d'hébergement des prisons françaises pour le pays des droits de l'homme sont quand même assez dégradées par rapport à nos deux voisins. Sujet sur la sécurité pénitentiaire. On en fera un, promis, on en fera un. Mais alors, pour terminer sur ce sujet, est-ce que finalement, eux aussi ne doivent pas faire appel à la sécurité privée? Parce que en Grande-Bretagne, à l'issue de l'assassinat du député David Amess, eh bien, le vice-premier ministre Dominique Raab a déclaré qu'une augmentation de la sécurité privée est l'option la plus probable pour renforcer la sécurité. D'abord, est-ce que nous, on risque pas un jour d'avoir un nouvel assassinat? Et est-ce que c'est pas une des solutions, c'est de faire appel à la sécurité privée? Oui, moi je pense que pour les grandes personnalités, chefs d'État, ministres, etc., effectivement, ça doit rester des services spécialisés de l'État. On est d'accord. On est bien d'accord. Par contre, je pense que pour un grand nombre de personnalités qui ne sont pas autant exposées Les médias, et qui les journalistes et mobilisent autres. 24 heures sur 24 des fonctionnaires de police, là, on peut envisager une délégation de services publics au secteur privé, formé, bien entendu, pour ce type de Et qui c'est qui payerait? protection. Qui paierait? C'est évidemment... C'est la bonne question. C'est une délégation de service public, en quelque sorte. C'est une délégation de service public. Pour ajouter à ce que dit très justement Georges, le SDLP, le fameux service de la protection, a quasiment doublé les effectifs depuis quelques années. Là. C'est parce qu'on protège, je dis pas tout et n'importe quoi. Protéger les qui, je veux pas, journalistes, mais on là, protège... À un moment donné, je pense que ça va être Moi, je ne crois pas du tout à cette solution. solution. Excusez-moi de ne pas être d'accord du tout. C'est important de le dire. C'est important. Je veux dire, on ne va C'est pas sans langue de commencer bois, à ici. déléguer la sécurité privée pour faire de la protection d'élus. On a un cadre. On a un cadre. Les journalistes, non, mais- je parlais, Ah, les journalistes, on a un les cadre. chargés du- non, mais on a un les cadre militaires. juridique qui existe. Moi, je connais des maires qui embauchent des A3P. Je veux dire, le cadre juridique. Non, mais un agent de protection physique de personnes, il peut protéger aussi bien un élu qu'un journaliste. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc le cadre juridique, on parle de sécurité privée. Le cadre juridique. Il existe, éventuellement, il peut même être armé si c'est justifié. Je connais, moi, un certain nombre de maires qui ont des agents qui sont des A3P et qui les protègent, y compris des directeurs de logement social qui ont refusé de donner des logements. Ça existe, alors on ne crie pas sous les toits, et c'est parfaitement légal, et c'est parfaitement sûr, dans le cadre du livre 6. Du coup, t'es pas d'accord pour que ce soit les privés qui s'occupent de Mais ça? bien sûr, il faut que le donneur d'ordre, c'est un donneur d'ordre, c'est un marché public. Oui, Donc, non, mais c'est c'est d'accord, mais c'est d'accord. On est bien Avec d'accord. le CNAPS d'accord. qui On est bien contrôle- d'accord, mais il n'y a qui pas de contrôle la qualité. délégation de service public. Oui, On est non, dans mais le cadre voilà, du livre non, 6, oui, d'accord, on est c'est dans pas le le cadre bon du livre terme, 6 oui. et on a le Avec- oui, on a le cadre Pourquoi juridique pas un qu'il marché faut. public Avec un national, cadre- avec le ministre de Avec un l'Intérieur. cadre, avec le CNAPS qui est là pour ça, en même temps pour contrôler Voilà. la formation de ces gens-là, parce qu'il faut que ça soit sérieux. Je pense que tout ce qui représente l'État doit être protégé par l'État, c'est-à-dire les policiers. Alors ça me permet de conclure sur un rapport parlementaire présenté par les députés Philippe Gosselin et Naïma Mouchou le 14 avril qui préconise 18 pistes pour protéger les maires dans l'exercice de leurs fonctions, entre autres créer un observatoire national de la sécurité des élus locaux. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pas des chiffres pour des L'AMF chiffres? le fait une enquête. Vous savez, ça a été fait. Oui, Ça a on- été fait, ouais. non, mais, Est-ce que ça fait avancer le... Mais écoutez, Au moins, ça permet de réfléchir, oui, centraliser les d'accord, mais, informations. de Georges penser. t'avouera quand même qu'on est les champions du monde. Je crois que c'est De Gaulle qui disait ça. Quand on veut régler un problème, on crée une commission. Oui, pour d'accord. régler Non, le là, c'est pas problème. une commission, c'est un Non, mais- observatoire. oui, c'est mais- différent. Observatoire, commission, systématiquement l'État et nos élus répondent, on fait une commission d'études et en avant. Et au résultat, on voit pas grand-chose. Augmenter le montant des contraventions. Les gens ne les paient pas, en partie. Les contraventions suite à Des amendes forfaitaires. Les amendes amendes forfaitaires. forfaitaires. Ouais. Les gens ne les paient pas. Ah oui. Pour les stupes, il y a un nombre de gens qui ne les paient pas. Si c'est pas réglé sur place, les gens ne les paient pas. Pour les stupes, ils ont de l'argent.
Enfin, ceux qui oui, en je veux vendent. dire, oui, mais je veux dire, C'est compliqué la procédure des AFD pour les stupes. Il faut que la personne, d'abord, ça marche que pour le cannabis. Ah oui, déjà, ça marche pas pour les mineurs. Bien sûr. Il faut que la personne veuille bien donner tous les éléments qui permettent de l'identifier. On a un très gros. Moi, je suis pas d'accord avec ce système d'amende. Je pense que l'agression d'un élu, c'est de ça dont on parle. Ça mérite une comparution solennelle devant un tribunal. Et immédiate. Et immédiate, mais pas bon, je te mets une petite amende. Non, c'est clair. Non, c'est pas possible. C'est pas proportionné. Ouais, parce que les amendes là sont ridicules. Je crois que c'est 38 €. Non, mais c'est des réponses. Il faut une comparution, une déclaration de culpabilité. Tout à fait d'accord avec toi. C'est autre chose. Bon, il est temps de passer au dernier sujet. Quelles mesures pour la sécurité dans les stades? Le public est de retour dans les stades depuis quelques mois. Hélas, les abrutis aussi. Jet de bouteilles sur les joueurs, envahissement de terrain par les supporters, bagarre, bref. C'est plus du foot en tribune, c'est du MMA. Très récemment, Vincent Labrune, président de la LFP, Ligue de foot professionnelle, a déclaré « La société post-crise sanitaire est malade, angoissée, un peu folle et le foot français n'est pas responsable de la folie des gens. On a un arsenal de fonctions assez limité, mais on agit. » Là, je trouve qu'il nous prend un peu pour des chefs, quelque part, de dire la société est malade après la crise sanitaire. C'est pas nouveau. Ça a rajouté. C'est pas nouveau qu'il y a des Mongols dans le foot. Des mots homo, ça a rajouté. On est d'accord. Oui, bien sûr. Mais sur les violences, de toute manière, les violences dans les stades, puisqu'on en vient à ce sujet, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Rappelons-nous la loi hooligan, anti-hooligan, et les affrontements. Moi, j'ai connu ça parce que j'étais avec des copains au CAPU, le fameux, vous savez, où il y a les spécialistes des sports, au CAPU, où on encadrait les stades et où il y avait des violences dans les ça existait avant. Mais en 90, 90. Bien sûr. En Grande-Bretagne, ils ont fait preuve d'imagination. Ils ont quand même réglé, on peut dire, ça, le c'est problème quand même, il faut commencer des par hooligans. J'ai eu l'occasion d'y aller, de voir comment ils l'avaient fait. Je suis allé à Manchester. Et il y a des interdictions de stade, évidemment, comme chez nous, qui peuvent être prises par le préfet ou le juge. Mais ils ont installé un système de reconnaissance vocale, c'est-à-dire que celui qui est interdit de match, d'aller dans un stade, il doit rester chez lui. Et pour avoir la preuve qu'il est chez lui, il y a des coups de fil aléatoires sur sa ligne fixe, donc il est obligé de décrocher, et on reconnaît bien que c'est sa voix. Alors, double avantage, on est sûr qu'il est chez lui, et on l'enquiquine parce qu'il ne peut même pas regarder le match tranquillement. À la télé, non, mais on devrait s'inspirer de ce genre de mesures. Je trouve ça, c'est très intéressant. On l'a bien réglé, le problème hooligan en France aussi, quand même, attention. On l'a fait un peu reculer, mais moi, je trouve qu'on condamne trop les clubs et pas assez les supporters. Alors, justement, les sanctions individuelles, est-ce qu'elles sont assez fortes? Entre autres, pour les interdictions de stade, Mike, je crois qu'en France, c'est limité à 2 ans, les interdictions de stade, non? Au niveau administratif et au niveau judiciaire, c'est 5 ans. Ça peut D'accord. monter jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il a pris, celui qui a jeté la bouteille sur le joueur Payet, où il a pris 5 ans d'interdiction de stade. Il a pris 12 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. Interdiction judiciaire. Judiciaire, Peine complémentaire. Administrative, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pareil. La peine administrative, c'est 2 ans, pouvant être portée à 3 s'il était en réitération administrative. Et la peine judiciaire, c'est à l'appréciation du juge. C'est une peine complémentaire. C'est une peine complémentaire. Il aurait pu prendre, je parle sous le contrôle de Georges, mais il aurait pu prendre 10 ans d'interdiction. Georges, est-ce qu'il paraît que l'interdiction à vie est en France anticonstitutionnelle? Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, il n'y a pas d'interdiction à vie. C'est impossible. Mais Ce qui est possible en Angleterre. Il n'existe même pas la perpétuité réelle, elle n'existe même pas. En réalité, elle n'existe pas. Non, mais c'est même pas la peine d'imaginer à vie. Mais si tu vois, quand une interdiction pour un vrai supporter de 5 ans de stade, c'est très lourd comme sanction. C'est quand même une vraie sanction. Pour un fan, c'est appliqué. Ça fait mal. Il faut que ce soit appliqué. Après, il faut vérifier l'application. Exactement, c'est toute la difficulté de. Mais en même temps, ce travail de sécurité, c'est un travail, encore une fois, de sécurité globale. On ne peut pas attendre tout de la préfecture de police. Il y a des services d'ordre qui existent dans les stades et dans les équipes de foot, donc ça c'est important de les avoir. Et puis il y a tout le travail de la vidéo sécurité qui a un rôle vraiment important. J'ai vu aussi qu'il y a une question qui a été avancée, c'est un diplôme spécifique des agents stadiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mike? Alors en fait, effectivement, il y a une société, une association aussi qui ont créé des diplômes de stadiers. Mais pour l'instant, même en sécurité privée, il n'existe pas une formation officielle d'agent stadier. C'est une question qu'on pose, oui. Voilà, en fait, c'est posée sur la table. Elle est sur la table. Et avant les JO, l'idée, c'est d'avoir une formation spécifique un peu allégée, qui pourrait d'ailleurs intéresser des étudiants
parce qu'il y en a beaucoup sur le marché du travail, qui feraient une centaine d'heures, mais qui seraient très ciblés stadiers. Et tous les stadiers, d'ailleurs, n'ont pas à être knapsés. Je veux dire, des personnes qui placent on dit stadier, dans les stades. les placeurs. Voilà. Donc là, il faut vraiment... Mais avec l'approche des Jeux Olympiques, de toute manière, le sujet va être posé sur la table. C'est-à-dire, on va pas... C'est 10 000... Entre 20 et 25. Ouais, 25 000. Entre 20 et 25 000 agents de sécurité privée qui vont être recrutés. Et avec, pour la cérémonie d'ouverture, on dit 10 000 policiers, gendarmes, CRS présents, plus la sécurité privée. Surtout que la cérémonie d'ouverture aura lieu tout le long de la scène. On fera un thème dans l'info à chaud sur la sécurité de la cérémonie d'ouverture. Il y a des choses à dire. C'est une excellente idée, cette ouverture sur la scène. Pour revenir, est-ce que sur les individus, est-ce que si on met des sanctions financières plus importantes, ça peut jouer? Alors déjà, il faut qu'on ait un fichier, on a un fichier des interdits de stade. Et il y a une polémique sur les chiffres. On ne sait pas exactement combien il y en a. On dit qu'en flux annuel, on en fait entre 50 et 60, c'est ce que et que les Anglais et les Allemands en font entre 1200 et 1500. Donc il semblerait que nos voisins soient plus actifs en interdiction administrative. Parce que l'intérêt de l'interdiction administrative, c'est que si elle est violée, elle est c'est un délit du coup. Donc là-dessus, et c'est ensuite... Comme disait Georges avec son exemple de Manchester, c'est comment on contrôle. Jusqu'à présent, il est interdit. On pourrait imaginer, avec de la vidéo intelligente, on pourrait imaginer dans un monde 4.0 d'avoir notre fichier national des interdits de jeu avec les trombines numérisées et des caméras. Reconnaissance faciale. Attention. Non, mais c'est très facile à faire. Techniquement, dans un stade, c'est simplissime à faire. Bon. Pour l'instant, il n'en est pas question. Mais déjà, être plus actif en matière d'interdiction de stade, et d'avoir un fichier qui soit actif et avec, à l'anglaise. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. La présidente de la CNIL a dit que peut-être que pour les Jeux 2024, ils allaient assouplir la règle de la détection faciale. Non, on y va. On y va, c'est dans les tuyaux, je peux vous dire. Mais il y a aussi tout le travail qui peut être fait en amont par les services de renseignement, quand il y a des gros matchs. Je discutais avec des amis de Pharos aujourd'hui, je lui ai dit, tiens, vous travaillez sur ces sujets-là? Il me dit, oui, on remonte des informations par les réseaux sociaux. Tiens, on se retrouve sur le stade, on va foutre le bordel ce soir, etc. Et Pharos a aussi un rôle important, pour d'autres sujets évidemment, mais sur celui-là aussi. Alors, concernant les décisions très fraîches, puisque c'est au moment où on tourne cette émission que les news sont tombées, prises par la LFP, déjà, on l'a vu avec Dimitri Payet, le joueur de l'OM qui a été blessé face à Lyon avec un jet de bouteille, interruption du match quand un arbitre ou un joueur est blessé par un projectile. Direct. Parce que là, ça, pendant 2 heures, ils ont discuté, on joue pas, on veut jouer, prend la décision, arbitre, préfet, c'est important ça. Exactement, et a priori, ça serait le préfet qui prendrait un petit peu la main là-dessus. C'est plutôt une bonne décision, ça, d'interrompre tout de suite un match quand il y a un blessé, effectivement. Ce qui est mis en exergue également, c'est vérifier tous les systèmes vidéo protection dans tous les stades. C'est nécessaire. Pourquoi vérifier? Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des écarts dans la qualité des systèmes considérables entre un stade d'un petit club et un autre. Donc je pense qu'il faut véritablement, il y a des commissions départementales qui sont faites pour ça, il faut véritablement vérifier que ces systèmes sont performants, permettent l'identification, parce que on n'a pas besoin d'une surveillance générale. Il faut pouvoir à un moment donné identifier, aller chercher les images. Et le compte n'y est pas tout à fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Pas tout à fait, pas tout à fait. Et donc nombre de stades. Effectivement, si on se réfère à l'arrêté qui impose une technicité minimale pour la vidéoprotection publique, qui date de 2000... Très ancien. 2004, 2007. Plus les bonnes normes. Voilà, c'est sûr. Un système de vidéoprotection peut être, on va dire, conforme à la réglementation, et qui est totalement inefficace après sur le terrain. Après, on parle pour les matchs de première division, pour bien sûr. La violence, elle est aussi présente dans les petits matchs. Dans les clubs amateurs. Au niveau de... Oui, absolument. Il y a des matchs de, je sais pas, quelle division où il y a quand même de la violence. Là, pour y remédier, c'est toujours un problème. Il y a d'autres mesures de protection classiques, tout ce qui est anti-intrusion, tout ce qui est filet amovible. Alors ça fait partie effectivement des autres... Et on l'a vu au Stade de France. Ça a été décidé au moment où on tourne. Dispositif anti-projection à partir de la saison 2022-2023. Oui, donc des filets, des barrières Wembley, ça c'est contre l'UEFA. Enfin, je sais pas comment ils vont faire, parce que eux, la FIFA, l'UEFA, ils vont pas vouloir... Déjà des filets, il y en a au stade Vélodrome, il y en a dans les angles pour protéger, notamment au moment où les personnes tirent les corners, ils sont extrêmement exposés. Donc il y en a, c'est coûteux, c'est controversé parce que ça gêne un petit peu la vision, mais c'est bien. Et puis c'est amovible, c'est une bonne chose. En revanche, les grilles...
ça se pratique pas, hein, ça se pratique plus. Le Stade de France est équipé, hein, derrière le garde-corps qu'on voit, il y a une grille qui est possible, on l'a jamais mise, pour deux raisons. Une raison psychologique, c'est cet effet d'encagement, qui excite aussi, et puis une grille, quand elle s'affaisse, elle peut aussi... Oui, Non, on est plus sur des fausses aujourd'hui, hein. On est plus sur des principes de fausses. Pour éviter les envahissements et sans gêner, sans avoir cet effet cet effet les gens tombent dans la fosse. Dans quelle société nous vivons? D'accord avec vous. On bunkérise tous les élus, le sport, les hôpitaux. Le problème, c'est qu'on ne peut plus aller au stade de foot en famille avec des enfants. Aujourd'hui, alors, Alexandre, tu viens de dire une chose essentielle. Les Anglais dont parle Georges ont réussi à restaurer la fréquentation familiale. Et ça change. Ça change tout. Alors, comment? Parce qu'ils ont été... Ils ont eu des politiques de marketing club par club, avec quand même une mesure qui ne serait pas très populaire. Ils ont quand même augmenté les tarifs, fait des tarifs famille. Et c'est vrai que quand on a une fréquentation familiale, comme au rugby par exemple... On se comporte mieux. Voilà. Hein, et c'est vrai que nous, moi quand mes enfants sont fans de foot et du PSG, et j'ai toujours, comme plein de parents, on a toujours une appréhension. Bien sûr. Et c'est pas normal d'avoir une appréhension pour emmener des enfants à un match. Les Anglais ont bien réussi là-dessus. Bruno. Mais il y a le PSG d'ailleurs a fermé la tribune Boulogne là. Ils ont enlevé toutes les adhésions parce que les patrons de la sécurité, c'est des amis à moi, c'est un préfet, d'ailleurs et un sous-préfet qui ont en charge de ça, c'est-à-dire ils ont enlevé tous les abonnements de la tribune Boulogne. D'ailleurs, il y avait des copains policiers qui étaient abonnés aussi. Ils ont enlevé à tout le monde. Ils n'ont pas fait de... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars ne peuvent plus aller tout simplement aller voir les matchs. C'est un point essentiel parce qu'il y a aussi un clientélisme de la part des clubs. Parce que quand même, il y a un clientélisme. Les COP, c'est-à-dire les tribunes de supporters, elles sont claniques. Elles sont communautaires d'une certaine façon. Et parfois, ils ont de la puissance en plus. Elles ont la puissance, parfois impénétrable. Voilà, donc travailler sur les COP aussi. Oui. Voilà, donc il y a quand même une responsabilité du club par rapport à ce qui se passe dans ces fameux COP. C'est ça. Il y a l'aspect financier qui rentre en jeu aussi. Donc, et pour la sécurité aussi des stades, je trouve aussi un gros levier, c'est la palpation qui ne sert à rien. Où en fait on va mettre de la viande au kilo devant les stades. Où en fait tous les palpeurs ils vont prendre 10 secondes par personne. C'est absolument pas efficace. Mais quoi, ça n'empêche pas de faire rentrer des fumigènes? En fait, voilà, exactement. Enfin, on peut rentrer ce qu'on veut. La personne qui veut rentrer quelque chose, elle rentre. Donc là, il y a un problème au niveau des... Ça m'étonne d'entendre... Non, mais au Stade de France, au Stade de France, quand même, je suis pas d'accord. Le fameux gars qui s'est fait sauter à l'extérieur, c'est quand même les gars qui étaient en fuite qui ont empêché de rentrer. Non, mais non, enfin, attention. Non, en fait, il a vu, il lui a refusé parce qu'il n'y avait pas de billet, il a reculé, il s'est fait sauter. Non, on ne pouvait pas dire qu'on rentre avec n'importe quoi dans un stade. Si on rentre avec un couteau... c'est qu'il y a des fumigènes tout le temps. Fumigènes, des batteries portables, vous pouvez le cacher où vous voulez. Rentrer dans un stade, de toute façon, l'agent de sécurité n'a pas le temps de toute façon. On lui demande de faire du flux. On est à environ un palpeur pour 300 personnes. En fait, les premiers vont être bien palpés, mais après, comment vous voulez qu'ils tiennent sur la durée pour faire rentrer 20, 30... Effectivement, le gars, s'il a une ceinture, un couteau, effectivement... Ceinture couteau, dans la chaussure, dans le slip... Oui, on peut admettre. Mais c'est quand même, moi, à chaque fois où je suis allé... Enfin, je ne vais pas dans les stades, je vais plutôt voir du rugby que du foot, d'ailleurs. Mais après, le gars, il ne va pas rentrer qu'une calache. Ça, le gars, il va le voir. Qu'on est quand même contrôlé. Au moins, les choses les plus visibles. Le buste, voilà, et le sac. Et le sac. Le sac aussi, ça aussi, c'est un gros sujet. Il y a toujours un risque à tout. À votre avis, combien de temps il faudrait pour contrôler correctement quelqu'un? Combien de temps il faudrait? Pour bien, vous arrivez sur quelqu'un... Ça dépend de l'équipement que vous avez, si vous avez un détecteur métaux... Comme vous êtes là maintenant. Non, mais à la main, la palpation, c'est à la main. Il faut souvent la raquette. Je dirais 20 secondes. La raquette est présente. 20 secondes. En fait, on estime, au niveau de la pression... 3 par minute. Il faut... au minimum 45 secondes par personne. C'est trop long. Ouais. Le match est terminé qu'on n'a pas fait rentrer tout le monde. Justement, que ce soit efficace. Il faut faire comme les avions, il faut arriver plus tôt. Après, moi, j'ai trouvé un système que je trouve génial dans les aéroports. Vous savez, c'est les portiques millimétriques, là. En fait, ça scanne la personne. Ça dure 2 secondes. C'est vrai. Il y en a pour 7 secondes en tout. L'agent de sécurité, en fait, il serait par exemple avec une tablette. Et hop, il fait passer. S'il y a une identification d'un objet, on le met à l'écart. Palpation. Et là, on serait sur beaucoup moins de personnel de palpation, qui pour moi, c'est que du paraître. On met 100, 200, 300 personnes, où on a du mal à recruter d'ailleurs, et à former.
Alors qu'en fait, c'est pas efficace. Après, ce système à 360 est intéressant, mais c'est les coûts. Les coûts et la mise en place et les coûts. et la localisation pour les installer dans les stades tels qu'ils existent. Eh oui, c'est ça. Mais c'est peut-être une solution. Une solution à regarder. Sur des sites à risque, pourquoi pas faire passer une certaine catégorie de personnes à l'intérieur et pas d'autres. Par exemple, les familiales, on les fait passer dans un autre. Ça c'est compliqué. Après, c'est possible, on peut palper aussi de manière discriminatoire en fait. Hein. Bah, tiens, toi, je te palpe, toi, je te palpe. Oui. Aujourd'hui, il y a les parents qui sont tout à fait capables de placer des objets sur leurs enfants. Oui, d'accord. Tout est possible de nos jours. Ah oui, tout est possible. C'est vrai qu'au profil, des fois, on peut se dire, tiens, celui-là. Les contrôles aléatoires dans les aéroports, ça existe aussi. Oui, bien sûr, voilà, exactement. Ça tombe toujours sur moi, d'ailleurs. C'est vrai. Ah, tiens. Ça va très souvent, en tout cas. Dernière question. Pourquoi cette différence, justement, entre les stades de foot et les stades de rugby? Ah, bah, c'est notre culture. C'est-à-dire, c'est une autre population. Bien sûr, la culture du rugby et du foot, c'est deux choses différentes. Hein. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Et dans tous les pays, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et moins de culte de la personne, un sport où on a du mal à dissocier, même s'il y a des stars au rugby également. Mais cette dimension collective, on la retrouve aussi dans des formes de supporterisme. On a très rarement de débordement sur le... Il y a un phénomène hooligan dans les matchs de rugby. Non, il y a ce respect des joueurs, il y a ce respect des arbitres également, qui ne sont pas sifflés ou traités de... On revient à l'éducation, cher ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dans dire que rugby, la population rugby, ce sont des gens qui sont mieux élevés que la population. On y va en famille, hein. On y va en famille. Oui, mais c'était le cas du foot avant. C'était le cas du foot. Mais on n'a pas les mêmes populations, pour les filons. Il faut se rendre à l'évidence. On n'a pas du tout les mêmes... Les jeunes des quartiers, moi j'en connais des quantités, quand je leur dis, tiens, je fais un atelier foot, un atelier rugby, tout le monde va à l'atelier foot. Et je leur impose un atelier rugby des fois, pour dire. J'enlève le foot, je le fais... Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais c'est pour dire. Mais c'est... Voilà. Alors, on ne va pas stigmatiser encore les jeunes des quartiers en disant ça, mais effectivement, on n'a pas les mêmes populations. Donc, pas les mêmes problèmes. C'est terrible à dire. Merci à vous quatre pour ce deuxième numéro de l'Info à chaud. Georges Fenech, je tiens à signaler que votre émission vient de sortir sur News Sécurité, le Fenech Security Talk. Parfait. Sur un sujet passionnant, puisque c'est la sécurité des grands reporters de guerre. C'est vrai que ces gens qui vont aux quatre coins du monde dans des endroits hyper risqués, qui risquent leur vie, on ne sait pas très bien comment ils sont protégés. C'est ce sujet que vous abordez avec votre invité qui est... Monsieur Benoît Cristal, qui est le grand reporter de guerre de TF1. Super. Eh bien, vous retrouvez cette émission sur News Sécurité. Merci à vous quatre. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation. Enfin, la réal, comme on dit. Pas de Madrid, mais là, de News Sécurité. Voilà, l'info à chaud, même en hiver. Eh bien, rendez-vous le mois prochain pour 3 nouveaux thèmes passionnants. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.